ce soir, j'aimerais parler un tout petit peu de la situation en Afrique. L'Afrique, hein, toujours l'Afrique, hein, c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui nous préoccupe. Venant de ce peuple-là, notre boulot, notre travail au quotidien, c'est de nous préoccuper de la santé de l'Afrique, de nos responsabilités dans la situation qui est la nôtre, de ce qui s'y passe et de ce qui se passe au sein des différentes communautés africaines. Donc voilà, ce soir je suis encore présent pour essayer d'aborder quelques questions liées à la situation africaine et puis voilà, répondre éventuellement à vos questions s'il y en a et puis essayer d'avancer vers ce que le Moltra est en train de préconiser depuis des années, à savoir la constitution d'un mouvement puissant, insurrectionnel populaire pour reconquérir notre espace africain et ensuite aller vers sa reconstruction. Voilà. Donc, j'attends qu'il y ait du monde, partagez la vidéo, invitez vos amis sur ce direct, faisant en sorte que la discussion puisse être animée et qu'il y ait du monde sur le direct. Voilà. Donc, je salue Josa, je salue Koku Loglo qui vient aussi de nous rejoindre. Je vous remercie encore une fois de votre présence et nous allons essayer d'avancer. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais encore une fois revenir sur la situation de notre continent et à savoir nos responsabilités, parce que la situation elle est connue même si beaucoup de gens l'interprètent mal et lisent mal la situation du continent africain, même si beaucoup de gens ne comprennent pas toujours les termes du problème, ce qui fait que on l'analyse mal et puis que de cette analyse découle de fausses solutions qui sont formulées à la situation de l'Afrique. Il n'en demeure pas moins vrai qu'à vue d'œil, on voit ce qui se passe sur le continent. On voit très bien la souffrance prospérer. On voit la gouvernance coloniale abîmer très gravement l'Afrique. Les gens déraisonnent beaucoup parce que deux éléments fondamentaux sont en train de pervertir l'Africain, en tout cas l'ont perverti, l'ont désarmé, l'ont désorienté complètement, à savoir les corps colonial et la religion. Et donc, les gens dysfonctionnent gravement. La situation sur le plan des infrastructures sociales est extrêmement compliquée. La souffrance prospère. Les sûretés n'existent pas. La répression policière et militaire est présente. Donc notre population, notre peuple est tenu fermement par des satrapes qui sont en place et qui règnent de manière totale. Les ressources africaines sont pillées énormément. Les dictateurs africains gardant forcément et très durement les frontières africaines pour que l'État enclos-colonial, garde barrière, continue sa fonction, son rôle hein, d'instrument de paupérisation de l'Afrique et de son extraversion. Donc l'ensemble des forces productives et des ressources énergétiques, minières, minéralières, agricoles, tout ceci est extraverti, tourné vers l'extérieur. Et donc la situation à vue d'œil, elle est catastrophique. Tout le monde la voit. Il ne faut pas cacher ce qui est visible aux gens. Ce qui est visible à l'œil nu, on n'a pas besoin de le cacher aux gens. Donc,
la situation de notre continent est celle d'un continent berceau de l'humanité, même si la pensée occidentale, depuis Hegel et les Gobineau et tout ça, disent que l'Afrique est un continent sans histoire, ce qui est complètement faux, ce qui est totalement faux, étant donné que non seulement l'homme est né en Afrique, dans la vallée du Rift et en Afrique orientale d'une manière générale, mais également c'est là que l'histoire de l'humanité a commencé, avec l'invention au paléolithique inférieur de ce qu'on appelle l'industrie lithique, c'est-à-dire la capacité des hommes à tailler les pierres. Donc l'Afrique, tout était parti de là, et l'Afrique a produit de grandes civilisations. Donc l'utilisation des outils a commencé en Afrique au travers de l'industrie lithique au paléolithique inférieur, soit 2 500 000 années avant Jésus-Christ. Donc l'homme est non seulement né en Afrique, mais également l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Tout d'abord avec cette industrie lithique, après l'industrie du bois, l'industrie osseuse, après il y a l'industrie consistant à utiliser le cuir, et après l'industrie métallurgique, donc le métal étant utilisé depuis l'Antiquité en Afrique. Et puis l'histoire de l'humanité a progressé avec la découverte de l'agriculture et l'élevage. Ainsi donc, la pêche et la cueillette et la chasse sont relégués au second rang, ce qui fait que les hommes ont commencé à développer des villes, et tout ceci pour se sédentariser et se consacrer à l'agriculture et à l'élevage. Donc, même si les Occidentaux, en tout cas une pensée occidentale, une certaine pensée occidentale laisse croire que l'Afrique n'a pas d'histoire, eh bien, toutes les études paléontologiques, anthropologiques, archéologiques montrent que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais également que l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Donc, quand Sarkozy va aller à Dakar en 2007, s'inscrivant dans la pensée de Hegel, qui dit que l'Afrique est un continent ahistorique, c'est-à-dire sans histoire, en disant, depuis les lieux de naissance de Cheikh Anta Diop, que le problème ou le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, eh bien, c'est tout à fait faux. C'est que Sarkozy ne connaît pas l'histoire et n'a pas pris le temps d'écouter les spécialistes en la matière. Donc, nous sommes le berceau de l'humanité. C'est de l'Afrique, notamment en Afrique orientale, que l'histoire de l'humanité a commencé. Donc, nous étions dans l'histoire. Nous avons progressé jusqu'en Égypte. Et puis, avec, disons, la grande civilisation égyptienne, finalement, nous sommes sortis de l'histoire. Donc, quand Sarkozy, une certaine pensée occidentale, dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, et que c'est parce que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire qu'il y a cette situation catastrophique dont je viens de parler en Afrique, eh bien, ces gens, ils ont tout à fait faux. Et c'est fait sciemment. C'est fait sciemment pour que les Africains ne puissent pas diagnostiquer leurs problèmes, pour trouver les solutions adéquates qu'il faut à ces problèmes-là. C'est idéologique, c'est une guerre psychologique qui nous est livrée là, lorsque on fait croire que l'Afrique est dans une situation catastrophique, tout simplement parce que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Nous étions dans l'histoire. Nous en étions sortis, nous en étions exclus par différents phénomènes. Tout d'abord, l'invasion des peuples de la mer qui ont complètement détruit la civilisation égyptienne.
Puis, cette destruction ayant continué avec d'autres invasions, les invasions européennes, donc la Grèce, la Rome, les Arabes, les arabo-musulmans qui sont venus, qui ont complètement détruit l'Égypte, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que nous sommes sortis de l'histoire. Ensuite, cette sortie de l'histoire a été confirmée par les razzias négrières arabo-musulmanes et transatlantiques. Après, tout ceci a été approfondi par la colonisation. Et donc, notre peuple se trouve complètement exclu de l'histoire. Donc, la bonne formule pour décrire l'appartenance ou pas de l'Afrique, ou bien l'intégration ou pas de l'Afrique à l'histoire, c'est que l'Afrique n'est pas retournée dans l'histoire d'où elle a été exclue. Voyez? Donc, l'Afrique a été exclue de l'histoire, sortie de l'histoire par la violence, et elle n'y est pas encore retournée. Elle n'y est pas encore retournée parce que à chaque fois que les Africains ont essayé de se réorganiser et de réintégrer l'histoire, leurs leaders ont été assassinés, tout simplement, pour remettre l'Afrique dans le droit chemin, c'est-à-dire le chemin de la servitude et de la domination, de la soumission et du service d'autrui. Voyez? Donc, nous sommes un peuple fondamentalement historique. Mais ce sont les épisodes de l'histoire auxquels nous n'avons pas pu résister efficacement qui ont fait que nous nous en sommes exclus. Et qu'aujourd'hui, le défi majeur qui se pose à nous, c'est notre capacité à nous battre pour réintégrer l'histoire et imposer l'Afrique, qui est le cœur géographique du monde, au cœur du système international, et de reprendre et de faire en sorte que l'Afrique reprenne évidemment sa place dans l'histoire. C'est ça notre défi. Et ce défi, il est colossal, il est immense. C'est pour cela que nous ne devons pas analyser la situation, nous ne devons pas prendre la situation à la légère. Parce que lorsqu'un grand peuple comme celui de l'Afrique est tombé en servitude, lorsqu'un grand continent comme l'Afrique tombe en servitude, accablé par tous les maux de l'humanité, eh bien, il va falloir trouver de grands hommes, des hommes de capacité exceptionnelle pour pouvoir relever ce continent. Et ce n'est pas un petit défi. Ce n'est pas un défi de petite taille. Ce défi est immense. Et pour le relever, il va falloir d'abord analyser la situation de manière sérieuse, loin de la démagogie, loin de la recherche des voies faciles, loin de la médiocrité intellectuelle dans laquelle l'Afrique a été plongée par le biais de l'école coloniale. Il faut de la froideur, de la hauteur de vue et du radicalisme, c'est-à-dire la capacité à aller aux racines du mal, à la source véritable du problème africain pour pouvoir faire émerger des solutions adaptées à notre situation. Et c'est ce que le MOLTRA ne cesse de faire depuis des années. Donc, disons que l'Afrique est aujourd'hui à un carrefour où elle doit, et ses enfants doivent, la redresser ou définitivement la perdre. Nous n'avons que deux choix possibles.
la servitude ou la libération, la servitude ou la renaissance. Et évidemment, nous n'imaginons pas que les enfants, les filles et fils d'un grand peuple digne, d'une grande civilisation, c'est-à-dire la civilisation africaine, au travers de ses grands développements, depuis la vallée du Rift, en passant par l'Égypte antique, ne puisse pas relever le défi de la renaissance de notre peuple et de notre continent. Nous n'imaginons pas que nous soyons absolument incapables, de manière irrémédiable, à relever notre continent. Puisque des peuples qui n'ont pas fait le chemin que l'Afrique a effectué, ce que j'ai appelé des peuples médiocres, minés par des guerres intestines de 100 ans, des guerres de religion, des guerres civiles, des criminels, dirigés par des criminels pendant des siècles et des siècles, des oppositions internes graves. Ces peuples-là ont pu se redresser et bâtir des civilisations qui aujourd'hui donnent envie aux Africains. Donc, si d'autres peuples ont pu relever le défi des faiblesses intérieures qu'ils avaient, si d'autres peuples ont pu se redresser après avoir connu des situations extrêmement difficiles, des maladies de toutes sortes, la famine, les guerres, une gouvernance tyrannique, avec des rois et des potentats sanguinaires. Je n'imagine pas que les Africains ne puissent pas être en mesure de redresser la situation continentale. Voilà pourquoi nous devons continuer le travail d'éveil des consciences, de réarmement mental, de redressement mental, de redressement spirituel, pour aboutir à la mise en place d'un cadre de lutte adapté à la situation afin de rebâtir notre continent. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Donc, si nous voulons que la situation évolue et que les ressources africaines servent à résoudre les problèmes de notre continent et de son peuple, nous avons l'obligation absolue, incontournable, de nous constituer en un puissant mouvement qui va d'abord partir à la reconquête de notre espace géographique. Ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose de classique que nous disons. Nous l'avons toujours dit, répété, mille fois, dit, redit, répété. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Peut-être que certaines personnes vont trouver qu'il y a trop de répétitions dans notre message, mais nous considérons qu'il faut le répéter, ce message, pour qu'il entre dans les têtes et pour que les comportements puissent être adaptés, puissent être modifiés en fonction de cette nouvelle donne qui s'impose à nous, à savoir l'absolue nécessité de bâtir
des organisations ou une organisation panafricaniste capable de fédérer nos énergies sur la ligne, sur la seule et unique ligne que l'histoire nous trace, c'est-à-dire la ligne du combat libérateur en vue d'entamer la reconstruction de l'Afrique. Il n'y a pas d'autres alternatives. C'est pour cela qu'il est important de rappeler que les voies faciles, les voies très tortueuses, les voies qui, à vue d'œil, sont faciles, sur lesquelles nous voulons rester, puisque nous sommes déjà sur ces voies-là. Si nous voulons rester sur ces voies faciles, si nous voulons rester sur des voies qui nous semblent accessibles, eh bien, nous continuerons à nous tourner en rond et les autres peuples vont continuer à dire que l'Afrique est dans cette situation parce que ce sont les Africains qui y sont. Ainsi, ils vont continuer à racialiser un problème qui est plutôt un problème économique et un problème historique. Donc, ils vont continuer à dire que c'est la peau noire qui fait que les Africains ne sont pas capables de s'affranchir et d'embrasser ce qu'ils appellent l'histoire, c'est-à-dire la mondialisation, que nous avons plutôt embrassé depuis des siècles et des siècles, laquelle mondialisation a paupérisé davantage le peuple noir et le peuple africain. Donc il va falloir absolument faire un mouvement de retour vers soi, se saisir, voir l'ensemble, examiner en profondeur l'ensemble du parcours historique qui est le nôtre, voir quels sont les phénomènes constants, c'est-à-dire les phénomènes réguliers, et en même temps les ruptures qui sont intervenues dans notre histoire, pour voir quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant, les éléments dont nous devons nous débarrasser absolument pour pouvoir espérer aller de l'avant. Donc, voilà les défis qui s'imposent à nous. Les défis, ces défis-là, ne pourront pas les résoudre si nous continuons à faire une analyse tiède de la situation et à ne pas être en mesure d'avoir la capacité de produire une analyse de fond avec des éléments concrets pour aller de l'avant. Et il n'y a pas de raccourci. Et ça aussi, nous l'avons tout dit. Il n'y a pas de raccourci menant les peuples vers leur liberté et leur renaissance. Donc l'Afrique, où les Africains peuvent essayer de tourner le problème dans tous les sens, ils n'y arriveront pas avec les outils qu'ils utilisent actuellement, à savoir l'élection, l'appel au dialogue, l'appel à la conversion des cœurs, parce que les dictateurs africains, véritables satrapes, ne vont pas se convertir. Ces gens n'écoutent personne. Leur cœur est endurci dans le mal. Ce sont des quasi-robots qui sont forgés pour continuer l'entreprise de la démolition de notre continent et continuer à abîmer le peuple noir. Donc ces gens ne sont pas du tout dans l'esprit de changer. Ils ne sont pas du tout dans l'idée de faire évoluer la situation. C'est pour cela que nous n'avons rien à en entendre. Nous n'avons rien à attendre de ces gens-là. Parce que ces gens, ils sont là pour embrigader les énergies africaines, tuer tout ce qu'ils peuvent tuer, détruire tout ce qu'ils peuvent détruire et faire en sorte que l'Africain ou les Africains puissent continuer à travailler dans le champ du maître. Ces gens fonctionnent exactement comme ce qu'on appelle des surveillants. Ce sont des contremaîtres.
qui gardent les barrières africaines. Et aujourd'hui, je parlais avec un compatriote qui revient d'Afrique et qui était tellement dépité, complètement énervé par la situation, et qui me décrivait ce qu'il a vu à la frontière de son pays. Bon, ça c'est pas quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose qui est connu. Et il me disait avoir vu de la maltraitance, de la corruption, les douaniers fonctionnant exactement comme des instruments gardant hermétiquement les barrières entre les peuples. Et ces gens ont établi une situation de racket aux frontières, maltraitant les gens, manquant absolument de respect aux passagers, et alors même que, soi-disant, ces pays africains ont établi ce qu'on appelle la libre circulation des biens et des personnes. Et je disais à ce compatriote que c'est justement là une des manifestations de l'État garde-barrière, de l'État enclos-colonial africain. Puisque cet État, véritable construction venant de l'extérieur à partir de la conférence de Berlin et des accords entre pays colonisateurs en Afrique sur le terrain, eh bien, ces soi-disant États africains sont absolument dysfonctionnels de l'intérieur, mais fonctionnant de manière extrêmement efficace vers l'extérieur, puisque ce sont des tuyaux, c'est une sorte de canalisation de l'énergie africaine vers l'extérieur par le biais de cet État africain. Donc, si nous voulons absolument reconstruire l'Afrique, nous devons totalement déconstruire cet État africain enclos-colonial et garde-barrière, reposséder le territoire africain, remettre sur pied la véritable philosophie politique africaine qui est basée sur nos valeurs culturelles intrinsèques, endogènes, développées par la chefferie traditionnelle africaine, ce qui a été complètement laminé et détourné de sa voie naturelle, puisqu'à partir du moment où l'ensemble du continent africain a été déconstruit, mis à la disposition de l'étranger, eh bien, l'ensemble des institutions présentes en Afrique soit ont été détruites, soit ont été détournées de leur voie naturelle, de leur mission originelle, et détournées dans le sens de la satisfaction et de l'accomplissement du projet colonial, à savoir l'extraversion de notre continent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et il n'y aura pas d'autre solution si les Africains ne prennent pas les choses en main pour engager cette lutte libératrice, qui est l'unique voie que l'histoire indique au peuple dominé, au peuple soumis, au peuple colonisé, au peuple sur qui règnent des satrapes mis en place par l'extérieur. Eh bien, si les Africains, disais-je, n'engagent pas cette bataille-là, eh bien, la situation de déliquescence de l'Afrique va s'approfondir. La dette va nous accabler davantage malgré nos énormes richesses. Les maladies vont prospérer étant donné l'absence des infrastructures sanitaires de base, étant donné l'absence d'une politique d'hygiène,
étant donné l'absence totale de tout ce qui peut s'apparenter à des services primaires de soins, la faim va progresser parce que les terres africaines sont au service de l'étranger et sont massivement acquises par l'étranger pour produire des agrocarburants, des biocarburants et des fruits, légumes, café, cacao, des fleurs et du maïs et d'autres produits dont l'étranger a besoin et que l'étranger cultive chez nous. Donc les pays asiatiques gagnés par le désert et les pays arabes, les pays du Golfe arabique présents en Afrique achètent massivement des terres, soi-disant, je mets achète entre guillemets, ravissent des terres en Afrique pour produire de la nourriture pour leur peuple. La Chine, les pays européens font la même chose. Eh bien, la situation de famine va s'aggraver en Afrique. Et ces situations vont exacerber les tensions, ce qui va rallumer des conflits, et des conflits vont prospérer avec pour conséquence la fuite massive des Africains du continent. Donc le phénomène de l'immigration va continuer parce que la paupérisation se sera aggravée en Afrique. Et l'Occident, dans sa position de prescripteur de normes, de faiseur de lois sur l'échiquier international, va continuer la répression de cette immigration, ce qui n'est pas pour faire évoluer l'image que l'Africain projette ou donne actuellement sur l'échiquier international. Et cet Occident qui fonctionne sur la base de la responsabilité et qui, au nom de ce principe de la responsabilité, a prescrit le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que du consommateur-payeur, va continuer absolument depuis sa position de puissance et de prescripteur de la norme à refuser tout à fait le principe du pilleur-payeur. C'est-à-dire que les conséquences du pillage que sont l'immigration et autres phénomènes, eh bien, l'Occident va refuser d'assumer tout à fait ce principe de responsabilité qui lui fait payer le pollueur, qui lui fait payer le pollueur dans son propre espace. Parce que l'Afrique n'est pas du tout en mesure, les Africains ne sont pas du tout en mesure d'imposer de quelque manière que ce soit des règles de fonctionnement aux sociétés occidentales et aux sociétés asiatiques, en un mot aux sociétés qui se développent et qui acquièrent progressivement le caractère de puissance sur la scène internationale. Voilà pourquoi nous devons nous devons comprendre de quoi nous souffrons réellement et essayer d'aller de l'avant. Je vois s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Il y a quelques personnes qui ont commenté un tout petit peu.
Fabrice dit, redonnons la dignité à l'Afrique. Le panafricanisme est la seule voie viable. Tout à fait. Merci pour ce commentaire. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution que l'unité continentale rebâtie sur les valeurs africaines endogènes, intrinsèques. Des valeurs africaines mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs africaines se sont étiolées et ont été énormément polluées. Donc, il va falloir faire un travail de tri pour voir ce qui est bien dans notre culture et voir dans notre parcours historique ce que nous pouvons emprunter aux autres peuples pour renaître durablement et éviter, une fois encore, de tomber sous la domination d'un autre peuple. Voilà le chemin que l'histoire nous a tracé. Donc, concrètement, il s'agit d'appeler les peuples africains, les masses populaires en Afrique, à prendre leur destin en main partout où les Africains sont. Il faut nécessairement que commencent par s'organiser des groupes révolutionnaires, des groupes capables de mobiliser les masses populaires africaines, de les orienter vers la seule entreprise que l'histoire nous indique, que l'histoire nous prescrit, à savoir la lutte de libération. Et ensuite, s'orienter vers la reconstruction de notre continent pour lui faire retrouver sa place d'où il a été exclu, relégué au rang d'un continent serviteur de l'ensemble de l'humanité depuis 3000 ans maintenant. Voilà le devoir que l'histoire nous assigne. Après tout, nous pouvons refuser de ne pas assumer ce devoir. Après tout, nous pouvons refuser de ne pas assumer nos responsabilités. Mais, encore une fois, l'histoire nous rattrapera. Et comme l'a dit un des grands penseurs africains, Frantz Fanon, chaque peuple assume, chaque génération découvre ses responsabilités, les assume ou les trahit. Eh bien, notre génération doit découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Il n'y aura pas de demi-mesure. C'est pour cela que soit nous allons continuer sur la voie actuelle ou sur les voies actuelles qui nous conduisent d'impasse en impasse, donc nous confinent dans l'échec de manière répétée, ou alors nous allons retrouver la lucidité, refonder notre manière de penser, revoir la situation africaine telle qu'elle est, sans fioriture, ni fuite en avant, nous regarder tels que nous sommes, c'est-à-dire assumer notre statut d'esclave et de continent en position de servitude depuis 3000 ans maintenant et tirer les conclusions qui s'imposent de ce constat qui est extrêmement douloureux. Et de ce constat va naître une démarche qui nous amènera à la renaissance. Soit nous sommes capables de nous livrer à cet exercice et nous renaîtrons, soit nous n'en sommes pas capables et nous ouvrons la voie et nous facilitons la continuité à des régimes satrapes qui sont aujourd'hui en Afrique à pouvoir continuer sur leur chemin et à pouvoir
abîmer davantage le continent africain dans un jeu de rôle extrêmement destructeur. C'est à nous de voir. Je veux redire ici l'absolue nécessité de nous constituer en un puissant mouvement tsunamique, parce que l'Afrique n'appartient pas aux dictateurs africains. L'Afrique n'appartient pas, nous ne pouvons pas laisser l'Afrique, nous ne pouvons pas abandonner notre continent entre les mains des criminels. Nous ne pouvons pas continuer à abandonner notre continent aux mains de l'étranger qui l'exploite depuis 3000 ans maintenant. Nous ne pouvons pas continuer à laisser la voie libre aux tyrans et aux dictateurs africains qui se croient invincibles avec leurs cours, avec leurs clients. Nous ne pouvons pas continuer à abandonner notre continent les veines ouvertes vers l'extérieur grâce à des élites indigènes mises en place pour continuer ce travail d'extraversion de notre continent, de la paupérisation de notre continent, du caractère servile de notre continent. Voilà pourquoi, si nous ne voulons pas que cette situation prospère, pour que la misère s'agrandisse, pour que les conflits se multiplient, pour que les jeunesses africaines quittent le continent, chassées sur la Méditerranée, jetées à la mer, servant de repas aux requins, après avoir été jetées à l'océan lors des 4 siècles de razzia négrière transatlantique. Et c'est ça qui continue sur la Méditerranée aujourd'hui au travers du phénomène de l'immigration. Donc notre peuple sert de nourriture aux requins. Après avoir servi de nourriture aux requins sur l'Atlantique, notre peuple aujourd'hui est jeté à la mer. Et les dictateurs africains se taisent là-dessus, ne font absolument rien sur ces questions de nécessité vitale pour notre continent. Eh bien, si nous ne voulons pas que ces situations de paupérisation, de fuite en avant, d'aliénation continuent, eh bien, nous avons tout intérêt à analyser froidement la situation. Nous avons tout intérêt à nous voir tels que nous sommes. C'est-à-dire, tout d'abord, un grand peuple, mais un grand peuple exclu de l'histoire, relégué au rang de serviteur, relégué au rang d'outil au service d'autres peuples pour leur grandeur depuis des siècles et des siècles, et tirer toutes les conclusions qui s'imposent de ce constat. Ce n'est qu'à cette condition que nous acquérerons la gravité, que nous aurons retrouvé l'esprit de gravité pour pouvoir construire de véritables instruments de combat au travers d'une organisation méticuleuse, d'une organisation méthodique, dans la discipline, dans le sérieux, pour aller à la reconquête de notre espace. Les peuples africains ont les moyens pour renaître. Je l'ai dit en début de ce direct. Nous sommes issus d'un grand peuple. Non seulement l'humanité a commencé en Afrique, mais davantage, l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Les premières industries lithiques sont nées en Afrique. L'exploitation du bois pour fabriquer des outils est née en Afrique.
L'utilisation de l'os, l'industrie osseuse, est née en Afrique. L'écriture est née en Afrique. L'agriculture et l'élevage sont nés en Afrique. La cueillette et la chasse sont nés en Afrique. Et donc, nous sommes un grand peuple. Nous étions un grand peuple. Et nous nous sommes constitués en de puissantes civilisations. Depuis l'Égypte antique jusqu'à l'Afrique impériale, jusqu'aux empires. Les grands empires. Mais nous sommes exclus de l'histoire. Ce n'est pas la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que notre peau est noire que nous sommes dans cette situation. Il y a une certaine pensée occidentale qui veut coûte que coûte racialiser le problème africain en faisant croire aux Africains que l'Afrique ne se développe pas parce que ce sont les Africains qui y sont. Et que on est allé même jusqu'à dire que si on faisait un transbordement de population en faisant déverser les Africains en Europe par exemple et que les Européens déverser en Afrique, en 10 ans, l'Afrique connaîtra une situation de progrès énorme parce que les Blancs y seraient et puis que l'Europe sera complètement détruite parce que ce sont les Africains qui y seront. Ouais, donc on essaye de nous pousser à nous haïr, à nous auto-détester, à penser que l'Afrique ne progresse pas parce que c'est nous qui en sommes les coupables. Oui, nous en sommes les coupables parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour nous libérer et remettre l'Afrique à l'endroit. Ce n'est pas parce que nous avons la peau noire ni les cheveux crépus, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. La situation africaine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et ça a été comme ça depuis 3000 ans, c'est-à-dire un déclin continu de notre peuple. Tout simplement parce que nous n'avons pas développé la capacité totale, les capacités requises pour pouvoir affronter les autres peuples que nous rencontrons sur notre chemin historique. Ce qui fait que nous nous retrouvons complètement laminés, dépassés par les événements. Et une fois que nous sommes maîtrisés par les peuples que nous avons rencontrés sur notre parcours historique, qu'est-ce qui se passe? Notre société est démantelée et tout nous échappe, tout nous a échappé. Et donc on nous a érigé une gouvernance coloniale, une élite coloniale qui continue ce travail-là. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas une situation de peau, ce n'est pas une question de peau noire ou de cheveux crépus, ou de nez épaté, ou de lèvres lipues. Non. C'est un problème historique et économique. C'est pour cela que nous devons rationaliser au maximum la situation africaine pour voir quel est le problème véritable et aller à la source de ce problème pour agir sur les racines. Si nous ne faisons pas cet exercice, eh bien nous pourrons continuer à nous promener, à nous divaguer, à nous perdre en conjecture, à vouloir trouver des solutions faciles. Nous n'irons pas de l'avant et les dictateurs vont continuer à s'enraciner. Ils mourront, leurs fils vont leur succéder, leurs petits-fils vont leur succéder et nous allons rester dans notre état de faiblesse, de désorganisation et de servitude de manière permanente. Et comme je le disais tout à l'heure, des peuples les plus affaiblis, des peuples extrêmement médiocres dans l'histoire ont pu faire des bonds pour aller de l'avant grâce à un leadership visionnaire sous la conduite d'un leadership visionnaire, courageux et stratège. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'encourager l'émergence d'un nouveau leadership en Afrique. Et encourager ce leadership veut dire
qu'il faut être capable non seulement d'écouter ceux qui font une analyse extrêmement poussée de la situation, sans fioriture, sans nous tromper, sans nous brosser dans le sens du poil, parce que nous aimons qu'on nous brosse dans le sens du poil. Très souvent. Mais également, faire propager, faire diffuser ces analyses-là. Ensuite, les accompagner, c'est-à-dire les soutenir, venir vers ceux qui produisent ces analyses-là. Les milieux dans lesquels ces analyses sont produites doivent être investis de sorte à massifier le mouvement pour arriver à une masse critique capable de pouvoir faire changer les choses. Et le problème est très grave. La situation est extrêmement grave et il faut être dans la gravité. La gravité de la situation demande non seulement une gravité d'analyse, mais également une gravité dans l'attitude. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit de laisser la place aux jeux, aux amusements, à toutes sortes de pertes de temps dans des débats inutiles, stériles, oiseux, et dans la recherche de solutions faciles. Parce que si les solutions faciles existaient, on l'aurait déjà su. Si les solutions faciles existaient, s'il existait des raccourcis menant des peuples dominés à leur libération et à leur reconstruction, ça se saurait. Ça n'existe pas. C'est pour cela que nous avons l'absolue obligation de nous constituer en un puissant mouvement. Et c'est pour ça que le Moltra existe. Je réitère ici le message qui est celui du Moltra pour que les gens, partout où ils sont, essayent de trouver 2 ou 3 personnes autour de leur personne pour commencer un travail de structuration. Aujourd'hui, nous sommes tellement en retard. Nous sommes tellement en retard parce que le trou qu'il y a entre les élites coloniales, entre la puissance des élites coloniales et leurs soutiens extérieurs et nous, est immense. Ce trou est immense. Normalement, nous ne devons plus être à ce niveau. C'est-à-dire que le message de conscientisation, normalement, nous devons dépasser cette étape-là. Cette étape. Depuis plusieurs années maintenant. Mais voilà, aujourd'hui, les réalités sont telles que nous sommes obligés de repartir du plus bas niveau. Tous les jours, on n'avance même pas. Parce qu'il faut chaque fois retourner au champ pour labourer, pour essayer de labourer les parties qu'on a cru déjà avoir labourées. Alors que quand on veut soumettre ces parties-là à l'épreuve, on se rend compte que il n'y a rien, que les mauvaises herbes continuent de prospérer parce que les Africains ne fixent pas leurs idées. Beaucoup d'Africains ne fixent pas encore leurs idées. Les gens sont encore dans un doute profond, dans le rejet de la radicalité, pensant la radicalité comme quelque chose d'extrémiste, de dangereux, d'exclusif. Eh bien oui, la ligne que l'histoire nous prescrit est une ligne exclusive. C'est une ligne que nous devons assumer. Parce que cette ligne-là, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Et nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer. Parce que nous ne sommes pas dans la recherche de l'unité pour l'unité. Nous sommes à la recherche de l'unité autour des idées que l'histoire nous a enseignées et a enseignées au peuple dominé. Et ça, nous devons l'assumer de manière radicale, sans avoir peur d'être taxés, d'être des gens qui excluent d'autres. Il ne s'agit pas de rassembler n'importe qui. Il s'agit de rassembler ceux qui sont en mesure de comprendre le message et de faire le travail. C'est ça, notre mission. C'est pour cela que nous ne sommes pas à la recherche de l'unité à tout prix. Non. Parce que si l'Afrique doit être refaite, si notre continent doit être reconstruit,
eh bien, il y a un certain nombre d'individus qui ne seront pas dans ce projet de reconstruction. Tout simplement, il faut l'assumer. C'est comme ça, l'histoire. Il ne faut pas avoir peur de ce message-là. Il y a un certain nombre d'individus qui ne seront pas admis dans le projet de reconstruction de l'Afrique, à moins d'être complètement réformés, à moins d'être rééduqués, dans le sens de la compréhension et de l'adoption d'un comportement qui va dans le sens des intérêts exclusifs de notre peuple, de notre continent, ou bien ces gens ne feront pas partie de ce projet. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est parce que un certain nombre de nos prédécesseurs ont voulu tout embrasser, embrasser à la fois les ennemis et les amis dans une même barque, qu'ils ont fini par couler. Et le projet africain d'unir le continent dans un projet panafricaniste fédéral a coulé tout simplement parce que un certain nombre de ses pères fondateurs ont voulu embrasser tout et n'importe quoi en fusionnant le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca par exemple. Et ça a conduit à ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire une unité africaine paraplégique financée de l'extérieur pour son confort institutionnel, mais pas du tout dans le sens de la satisfaction des besoins du peuple et dans le sens de la confirmation du projet fédéral africain. Donc, nous devons assumer pleinement l'histoire. Ils ne devons pas avoir peur d'être taxés, d'être une ligne exclusive. Non. Voyez? Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir radieux pour le peuple noir, pour le continent africain, si ces enfants ne décident pas de rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'extérieur de manière froide et radicale, en commençant par la démolition de la gouvernance coloniale en Afrique incarnée par les dictateurs africains. Ça, c'est la condition première, absolue, sine qua non. Si nous ne réglons pas encore, si nous ne nous attaquons pas, si nous ne nous attaquons pas autour d'ivoire des tyrans africains qui plongent l'Afrique dans la désolation, dans le chaos, dans le désordre, qui entretiennent ce désordre, qui facilitent la vie aux étrangers en Afrique, au détriment de notre peuple, qui facilitent le départ massif du continent africain, des forces vitales capables de la relever, s'ils ne sont pas capables de produire ce travail-là de démolition des enclos coloniaux de l'État ou des États garde-barrières en Afrique, eh bien, sachant qu'il n'y a pas de salut possible pour notre peuple. Et nous resterons dans notre position de peuple exclu, de peuple outil, servant les intérêts de l'étranger, servant d'autres peuples dans leur progrès. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de solution alternative. Parce que quand un peuple est dans une situation de servitude, de faiblesse intérieure énorme, eh bien, c'est utopique de rêver de l'industrialisation. C'est illusoire et utopique de rêver de disposer du pouvoir économique dans une atmosphère, dans un cadre colonial. Il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Il ne peut pas y avoir de pouvoir économique
consacré. Il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat, comme les Africains aiment le dire. Aujourd'hui, des peuples sont en train de fabriquer mais des armes de destruction massive les plus puissantes que jamais l'humanité n'a connues. Des gens sont en train de se doter, des gens ont fabriqué des technologies extraordinaires, capables de contrôler toute une population en l'espace de quelques secondes. Des gens ont construit des machines extrêmement puissantes, capables de faire des calculs les plus compliqués qui soient au monde. Des gens ont inventé des machines capables de résoudre n'importe quel problème de santé aujourd'hui. Et ça va continuer. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous disons? Là, nos ambitions, nos ambitions, c'est quoi? Des gens, on est en train de parler de puissance, capable de protéger leur peuple, partout où ils sont, sur la planète. Et nous, on est en train de parler de quoi? Non. Il faut qu'on soit ambitieux. Il faut qu'on ait une grande ambition pour notre continent, pour notre peuple. Parce que ce peuple dispose des ressources immenses, non seulement démographiques, les ressources agricoles immenses, des ressources énergétiques immenses. Un continent qui dispose des faveurs climatiques extraordinaires. Des ressources minéralières immenses. Des ressources maritimes immenses. L'Afrique est destinée à être un continent de puissance maritime. Nous ne sommes entourés que de mer. Où est la flotte africaine? Où est la puissance maritime africaine? Rien que par les océans et les mers qui entourent le continent africain, on peut créer 25 millions d'emplois. Emplois directs, je veux dire. Après les emplois annexes, on peut créer jusqu'à 100 millions d'emplois. Rien que par l'exploitation des océans et des mers qui entourent le continent africain. Où est la flotte africaine? Il n'y a rien. Et nous allons continuer, si nous refusons d'assumer nos responsabilités, nous allons continuer à être des producteurs de café, de cacao, de bananes, d'or, de coltan, d'arachide, de noix de cajou, d'ananas, de bananes et de tout ça pour nourrir l'étranger. Et l'étranger va importer en Afrique l'huile de colza et du riz taïwanais et thaïlandais en Afrique. Vous voyez? Donc nous devons être capables de nous projeter. Il y a des peuples qui se projettent énormément. Et nous, on est totalement absents. Sur les grands défis du monde, nous en sommes totalement absents. Nous sommes totalement absents. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous soyons totalement absents parce que nous n'avons pas encore réussi à faire notre unité intérieure avec la capacité de résoudre nos problèmes internes. Parce que la gouvernance coloniale endossée par les dictateurs africains, des hommes médiocres qui en temps normal de l'Afrique ne méritent même pas la place d'éboueurs et de gongonneurs dans nos villages, ce sont ces gens-là qui font la loi en Afrique, enfermés dans leur tour d'ivoire et gardés par une garde prétorienne formée à Saint-Cyr, en Israël, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, pour faire en sorte que les Africains soient maintenus à leur place, immobiles.
si nous ne retrouvons pas la puissance, la capacité de travailler ensemble sur la seule ligne, à savoir la destruction de cet État garde-barrière, de ces enclos coloniaux, eh bien nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à végéter dans la misère, dans la pauvreté et à vouloir chercher la fuite par la Méditerranée sur laquelle nous allons servir de repas aux requins, jetés à la main, réprimés, après avoir servi massivement de repas aux requins sur l'Atlantique lors de la période des razzias négrières transatlantiques. Voilà, donc l'histoire, elle est impitoyable avec les peuples qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Voilà, l'histoire, elle est impitoyable avec les peuples qui refusent d'assumer leurs responsabilités et qui se réfugient dans des paradis artificiels à la recherche des solutions faciles. L'histoire, elle est impitoyable avec les peuples qui s'engagent dans une fuite en avant au lieu d'affronter leur propre réalité. Et en étant impitoyable avec ces peuples-là, qu'est-ce que l'histoire fait? L'histoire se répète dans ces peuples-là. En 2010-2008, nous écrivions un texte intitulé « Africains, bientôt le retour dans les fers ». Il fallait voir le tollé que ça a suscité. Des gens nous ont traités de tous les noms. Des gens nous ont traités de tous les noms que nous exagérions. 5 ans après, on nous vendait en Libye. Il fallait voir les Africains dans tous leurs états. Les gens criaient dans tous les sens, c'est inacceptable. Alors que l'esclavage n'a jamais pris fin en Afrique. Nous sommes dans la continuité. Nous sommes dans la continuité de la période des razzias négrières transatlantiques. Avec des adaptations en fonction de la période, en fonction de l'époque. Et comme l'Africain refuse de voir la réalité, il y a beaucoup qui pensent que le système esclavagiste et le système colonial ont déjà pris fin. Ce qui est une aberration intellectuelle. Donc, quand nous avions écrit ce texte en 2008 ou 2010, je ne me rappelle pas exactement, mais les gens s'étaient tollés, les gens ont crié, les gens nous ont insultés, que nous exagérions, que nous étions des oiseaux de mauvais augure, que nous étions des pessimistes confirmés, que rien n'a de grâce à nos yeux, que nous étions d'éternels insatisfaits et que nous ne voyons que le peuple africain dans les chaînes et dans les fers, alors que définitivement nous ne sommes plus des esclaves de qui que ce soit. Dans une sorte de fierté de vaincu, l'Africain refuse de se voir dans sa réalité, dans sa nudité, pour faire ce qu'il faut faire pour se rhabiller. Eh bien, 5 ans après, quand on nous a vendus, on a commencé à vendre les gens à Libye. C'est là que les gens ont commencé à crier. Ceux qui n'ont jamais parlé d'Afrique, on les a vus. Et nous, on était très calmes, imperturbables, parce que nous savions que c'est de l'émotionnel. Et l'histoire nous a donné encore une fois raison. 2-3 ans après, les Africains ont totalement oublié cette période, cette histoire de vente des Africains en Libye. Et ils sont retournés à leurs premiers amours, à leur quotidien, à leur train-train quotidien. Démontrant que nous ne sommes pas capables de nous ancrer dans une continuité de lutte et qu'il y a toujours des phases qui nous interpellent. Quand on massacre un Africain en France, l'exemple type, c'est notre compatriote de la Guinée qui a été massacré il y a 2 ou 3 mois. C'est là que tu vois encore des Africains sortir de leur cachette pour dire qu'ils luttent pour l'Afrique. Et une fois que le compatriote est enterré, c'est terminé, on passe encore à autre chose. Donc, nous voulons soigner les conséquences et laisser les causes prospérer. C'est ça la culture que nous développons. Donc, la culture du manque de gravité, la culture du refus de se voir tel quel pour prendre les mesures qu'il faut, pour corriger les sources du mal africain. Et
L'histoire, comme je le disais tantôt, elle est impitoyable avec les peuples qui fonctionnent comme ça, qui rusent, qui croient pouvoir inventer le fil à couper le beurre, tellement intelligents, qui vont développer des pensées et des proverbes, des sagesses, des adages pour justifier leur souffrance et leur fuite en avant. Eh bien, l'histoire est impitoyable avec des peuples qui fonctionnent comme ça. Voilà pourquoi nous sommes encore une fois interpellés. Si nous laissons les dictateurs continuer, nous enfermer dans de faux schémas électoralistes, dans de faux schémas tels que la prière, tels que la patience, la modération, tels que l'espérance dans un paradis, tels que l'enfermement dans des paradis artificiels, du show, de l'amusement, de la sapologie, de Didier Arafatisme, hein? Des gens comme Makosso, hein? Dans des choses comme ça, dans le syncrétisme intellectuel, dans le syncrétisme, c'est-à-dire dans la confusion des idées, dans la volonté d'embrasser tout le monde et d'embrasser toutes les idées, soi-disant pour faire de l'unité, alors qu'en voulant embrasser les forces contraires, on crée une situation d'impuissance. Si nous n'affirmons pas une ligne claire, radicalement adaptée à la situation, parce que nous aurons produit une analyse qui prend en compte les racines du mal africain, eh bien, nous allons continuer à nous perdre en conjecture et à ne jamais atteindre l'efficacité dans l'action. Or, l'histoire ne nous demande que cela, c'est-à-dire l'efficacité. Mais pour atteindre cette efficacité, il faut consacrer nos énergies sur la seule ligne que l'histoire nous a enseignée, c'est la lutte de libération à travers la constitution d'un véritable mouvement révolutionnaire, populaire, qui fonctionne comme un tsunami, qui va renverser tout sur son passage. Après, il y a la phase pratique de cette construction qui doit s'opérer, et c'est là que nous avons besoin d'entrer en contact les uns avec les autres. Et nous, au Moltra, nous sommes à disposition pour faire ce travail-là. Nous sommes à votre disposition. Si vous nous sollicitez, nous serons là. Nous viendrons à votre rencontre. Que vous soyez 2, 3, 4, 10, 20, 100, en Afrique, aussi bien en Afrique que dans la diaspora, nous serons là. Nous serons là pour vous accompagner dans cette phase absolument incontournable de la construction d'un mouvement révolutionnaire populaire pour aller dans le sens de la destruction des régimes tyranniques mis en place en Afrique et qui continue le rôle de contremaître sur des champs, hein, dans les enclos coloniaux africains. Voilà ce que j'ai comme message ce soir pour vous. Je vois s'il y a des... Alors, il n'y a pas de message outre mesure. Donc voilà. Et je nous encourage à continuer dans ce sens. C'est pas facile. C'est dur, c'est très dur, c'est démoralisant quand on voit le niveau de conscience des Africains, quand on voit les choses dans lesquelles nous excellons. Ça fait très mal. Quand on voit le nombre de vidéos qui circulent sur la toile et qui reçoivent de l'adhésion des uns et des autres et qui sont largement partagés, qui sont partagés des milliers de fois, qui atteignent un public très large, eh bien, on se dit que nous sommes très mal en point. Mais nous devons continuer. Nous devons continuer cette bataille. Il n'y a pas d'autre solution. C'est dur. Il y a des jours où on se demande si on doit continuer ou pas. Mais la réalité est que nous sommes condamnés à continuer. En tirant tous les enseignements
des différents épisodes que notre peuple a connus. Nous devons tirer les enseignements de l'assassinat des gens comme des patriotes comme Lumumba, comme Sankara, comme Olympio. Nous devons tirer tous les enseignements de l'assassinat de nos grands résistants. Et le seul enseignement que l'assassinat de ces résistants doit nous laisser, le seul enseignement que la neutralisation des résistants africains depuis les temps immémoriaux jusqu'à nos jours doit susciter chez nous, c'est la conclusion que les luttes pour l'affranchissement de l'Afrique n'ont jamais abouti ou n'ont pas encore abouti, et que l'assassinat et la neutralisation de ces gens est le chemin. Leur sang doit féconder nos initiatives et leur mémoire doit féconder nos réflexions et leur mémoire doit animer nos idées pour que nous puissions aller de l'avant, et que ces gens n'ont pas été assassinés gratuitement. Ils ont été assassinés parce que c'est la voie, c'est cette voie-là qui est la voie indiquée. C'est pour ça que l'Occident et leurs complices africains font tout et tout pour neutraliser les véritables combattants en Afrique. Et ça, c'est l'indication, c'est ce qui doit nous indiquer que ces gens et que cette ligne-là est la seule capable de pouvoir affranchir l'Afrique. Sinon, cette ligne-là ne serait pas combattue à ce point. Et vous aurez pu vous en rendre compte dans vos différents enclos coloniaux appelés pays, appelés États africains. Vous aurez pu vous en rendre compte que les oppositions institutionnelles tièdes, molles, accompagnatrices des tyrannies et des régimes africains, parce que faisant partie de l'élite indigène forgée de toutes pièces pour continuer l'entreprise de démolition coloniale de notre continent, eh bien, ces gens-là ne sont pas l'objet de répression parce que c'est des gens qui font partie du système. Par contre, les lignes véritablement patriotiques, patriotes, ancrées résolument dans l'histoire, ont été toujours l'objet de répression. Eh bien, c'est justement ces répressions qui sont l'indicateur de la justesse historique de ces lignes-là. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour encourager l'ancrage de ces lignes, l'ancrage de ces idées, l'ancrage des mouvements qui promeuvent véritablement une réelle lutte de libération en vue de la renaissance de l'Afrique. Nous devons tout faire pour porter ces lignes et les encourager. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour vos messages. Merci pour tout ce que vous faites en vue de nous faire connaître. Merci pour les critiques constructives que vous nous adressez et que vous nous adresserez, parce que ces critiques-là ne peuvent que nous aider à approfondir notre pensée, notre ligne, à la mettre à jour et à essayer véritablement de l'implémenter sur le terrain. Bonsoir et bonne journée chez vous. À très bientôt.